Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. La Comédie Française présente Quelle comédie, un podcast produit par Judith Chen et réalisé par Andrea Vilchange et Zélie d'Allemagne. Et bienvenue, c'est Quelle comédie, le podcast qui chaque lundi jette un coup de projecteur sur ce qui fait l'événement à la Comédie Française. Cette semaine, c'est un bourgeois gentilhomme tout en or qui reçoit nos flashs. Du 7 mai au 14 juillet, le spectacle devenu iconique de Christian Eck et Valérie Le Sort est repris, salle Richelieu. Un Molière décalé, irrésistible, qui fait beaucoup rire, mais aussi pleurer. Quelle cruauté, en effet. Monsieur Jourdain nous serre le cœur, un peu comme la grenouille platée chez Rameau à l'Opéra. Alors, pour évoquer ce spectacle éblouissant, ce bourgeois gentilhomme de Molière, à nul autre pareil, eh bien, j'ai la joie d'être entourée de Sylvia Berger et Françoise Gillard. Bonjour. Bonjour à toutes les deux, respectivement 496e et 507e sociétaires. Alors voilà quelques années que vous tutoyez Molière. Et je me demandais dans quelle mesure, comme un violoncelliste joue Bach, un chanteur vocalise Mozart, eh bien un comédien français dit Molière pour mesurer un peu la santé de son instrument. Dans cette maison, c'est vrai qu'on a souvent l'occasion de le tutoyer, mais diversement. C'est-à-dire que moi, je ne m'attendais pas forcément à en jouer autant. Et certains de mes camarades, je crois, ne l'ont jamais joué. Donc, c'est pas parce qu'on est dans cette maison qu'on jouera forcément du Molière. Il y a de fortes chances, mais ce n'est pas une obligation. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu vraiment la chance de le jouer à plusieurs reprises, que ce soit le Misanthrope, Les Femmes Savantes avec Françoise, nous jouions deux sœurs, et puis Sganarelle, ou le Cocu imaginaire, donc le Bourgeois, je ne sais pas si j'en oublie, mais c'est vrai que c'est une langue très particulière. On n'imagine pas en l'apprenant que ça puisse être une langue difficile à apprendre. Et en fait, je parle notamment de la prose. Les vers de Molière sont plus faciles à apprendre, mais la prose de Molière, elle est particulièrement, je dirais, pas retorse, mais il y a des formules, des formulations, une syntaxe très particulière et qui demande une bonne concentration. Et pour vous, Françoise ? Pour moi, oui. De Molière cette année d'ailleurs. Oui, Ouais, l'avare et ouais, le bourgeois que je ouais. retrouve. Et puis, et Sylvia a oublié une pièce qu'on a partagée aussi de Molière qui était Psyché. Et Psyché, bien sûr. Véronique Vella, Voilà. qui était un beau spectacle, un beau rôle. Molière, oui, c'est un peu l'incontournable. Jouer Molière dans sa maison, c'est un peu incroyable. Et pourtant, pour les femmes, c'est pas toujours évident parce que les grandes figures des pièces de Molière sont quand même principalement masculine. Donc on se dit toujours comment on va s'inscrire à l'intérieur des pièces, soit on joue une jeune première, soit on joue une bonne. Il n'y a pas vraiment beaucoup de latitude. Ouais. Et moi je me dis toujours les rôles les plus intéressants finalement sont des rôles d'hommes. Mais en même temps, Sylvia a raison, la prose de Molière, elle n'est pas facile à mettre en bouche, elle n'est pas facile. C'est vraiment une langue très singulière. Et en même temps, la jouer ici, je pense qu'il n'y a pas un endroit au monde où on peut mieux jouer Molière qu'ici. Alors ce bourgeois, donc c'est une production qui date de 2021. Donc je le disais, c'est une reprise. Ça fait partie maintenant des hits quand même de ces dernières années. Un spectacle qui n'est pas anachronique, qui est dans un monde décalé. Ce bourgeois gentilhomme, c'est une comédie-ballet. Donc il y a la musique, il y a la danse. La musique, c'est un Lully revu au parfum des Balkans. Dans ces musiques, ce sont aussi des à-côtés, même pas des à-côtés d'ailleurs, mais des passions qui vous animent, vous, Françoise, pour la danse notamment, et vous, Sylvia, pour la musique. Absolument. Donc là, cette production fait la part belle aussi à ces arts. Là. Oui, c'est vraiment une comédie-ballet. Donc, Christian Eck et Valérie Le Sort ont tenu à conserver cette multidisciplinarité, mais en la revisitant au goût du jour, je dirais, et en la rendant particulièrement
énergique et folle, avec cette musique des Balkans, justement, qui reprend les thèmes de Lully, mais qui les emmène dans une folie contagieuse. Tant pour la danse que pour la... Je suis très, très admirative de Françoise et de ses camarades quand ils ont à danser le colo. Le colo. Parce que alors, je les regarde chaque jour, enfin chaque représentation, et cette rapidité est assez ébouriffante. Et comme moi, j'ai de l'admiration de les entendre chanter tous les soirs, parce que je trouve que c'est très beau, les chants, c'est très, très émouvant, notamment pendant la turquerie. Enfin, ils ont des belles voix, que ce soit Véronique, Nicolas ou Sylvia. Donc, mais ce qui est magnifique avec Christian Valéry, c'est ce décloisonnement des arts, finalement. Toutes les disciplines sont réunies et ils aiment jouer avec ça. Et donc, ça fait des spectacles extrêmement complets. Puis, il y a aussi la magie de la boîte noire, c'est-à-dire ces côtés un peu magiques. C'est vrai qu'ils ont un monde à eux, qui est leur monde, et ils ont... Et des marionnettes. Et des marionnettes. Qui sont présentes. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est toutes ces disciplines qui sont réunies. Et c'est vrai que ce bourgeois est quelque chose d'assez... C'est un espèce de feu d'artifice complètement dingue à la Tim Burton, et à la fois qui respecte Molière, et à la fois qui lui donne la possibilité de faire exploser toute sa modernité. Parce qu'on se rend compte, évidemment... le thème du bourgeois gentilhomme, il est encore tellement d'actualité. On connaît tous ces gens qui deviennent riches et puis qui finalement... bah oui, sont des gens qui arrivent pas à se placer, c'est problèmes de classe. Et puis c'est vrai que Christian Hack, il en fait un personnage extrêmement singulier, drôle et extrêmement touchant. Puisqu'à la fin, on se rend compte quand même, il a été dupé, tout le monde se moque de lui. Ouais, c'est ça. Il est ridicule. Ouais. Et il se rend compte rêve. qu'il l'est. Oui. Ouais, et que finalement, à la fin. Ouais, c'est pour ça, ça rappelle beaucoup la grenouille platée de Rameau. Oui. C'est vraiment... et c'est vrai qu'il y a cette cruauté des autres, la cruauté du rêve, quand en fait, c'est pas la réalité, la cruauté des autres qui s'en moquent. La cruauté des autres, mais il faut dire qu'il y met beaucoup du sien aussi, parce qu'on ne peut pas... Je veux bien qu'il soit très touchant, mais il est quand même... C'est un despote dans son ménage. Ce qu'il veut imposer, et très souvent d'ailleurs les pères de Molière, parfois on oublie de le pointer, c'est que vraiment Molière... Il a un regard sur l'autoritarisme, le despotisme des pères qui imposent à leurs filles des mariages selon leur volonté, que ce soit dans le Malade imaginaire de lui imposer un médecin parce que lui veut être entouré de médecins. Et là, il veut absolument que sa fille épouse un gentilhomme parce que lui aurait aimé être gentilhomme et veut être entouré de gentilshommes. Et il se fiche éperdument de ce que peut ressentir sa fille. Donc, cruauté des autres, certes, mais peut-être aussi beaucoup aidé par sa bêtise à lui. Ouais, tout le monde en prend pour son grade, parce qu'en fait, tout le monde est ridicule, non ? Tout le tout le monde n'est pas touché par quand même une forme de... Non, je trouve pas que les jeunes gens... Oui, les jeunes gens. Lucille et Cléonte sont pas ridicules. Ils peuvent, enfin Cléonte surtout peut être drôle quand il devient Mamamouchi, mais Lucille, elle est ballottée. Je trouve pas qu'elle soit ridicule. Alors là, le traitement visuel des costumes, ce côté un peu famille Adams, lui donne un côté assez plaisant, assez hétéroclite, on pourrait dire, mais je trouve pas ridicule. Non, moi je dirais pas que les personnages sont ridicules. Il y en a beaucoup qui sont dans l'excès des excès, que ce soit la marquise qui est vraiment intéressée par l'argent et voilà et bon, mais hors sol, totalement, oui. En plus, voilà, par l'apparence en fait, c'est tous des êtres aussi qui se battent avec comment exister, que ce soit même la femme de Monsieur Jourdain, elle est quand même trompée. Enfin, il fait venir une marquise chez elle pour la séduire quand même et dans son foyer. En l'envoyant dîner chez sa sœur. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, il y a quand même aussi tous les codes de la société et tous les travers de la société qui sont exprimés à travers toutes ces figures, finalement, qui sont tous un peu dans des excès. Et non, moi, je les trouve pas ridicules, je les trouve touchants. Et c'est vrai qu'il y a ce côté patriarcal des pères. Et on est encore, même si, pour l'époque, Molière était très moderne, et notamment pour les femmes, etc., il avait quand même une écriture très patriarcale. Évidemment, c'était des comédies, donc il s'en moque aussi. Il dit, regardez un peu les excès des pères,
qui finalement sont les seuls à décider dans le foyer, même du sort de leur femme ou de leur fille. Oui, il y a beaucoup de niveaux de lecture toujours. Oui, C'est absolument, ça aussi absolument. la richesse. Quand vous évoquez le rapport aussi Monsieur Jourdain, Madame Jourdain, il y a aussi visuellement quand même quelque chose de très drôle. Oui, Parce que qui on a est été ici- accentué, on va dire. Je suis un petit peu plus grande que Christian et en plus, je suis sur pas des coturnes, mais des talons extrêmement hauts pour accentuer cette grande taille qui est la mienne. Et du coup, voilà, on forme un couple assez cocasse. Et puis il y a aussi dans ces reprises, évidemment des jeunes entrées dans la troupe. Enfin, c'est le principe aussi d'alternance. Mais là, je pensais par exemple, pour ce qui était des musiciens, des danseurs, à Morgane Réal et à Baptiste Chaboty, qui eux arrivent dans la danse, c'est le cas de le dire. Oui. Ça, c'est aussi toujours une manière de voir, de revoir, de redécouvrir aussi une production, j'imagine, pour vous. C'est un coup de fraîcheur aussi. C'est vrai que d'entendre le texte dit par quelqu'un d'autre qui se l'approprie, et là, je les trouve absolument formidables, avec leur personnalité forte. Morgane, je la trouve formidable. Elle a à la fois une grande fragilité, grande jeunesse, et en même temps, on sent un tempérament derrière qui va apporter, je trouve, à Lucille un caractère que peut-être elle n'avait pas. Marie, il y avait peut-être une plus grande douceur ou une plus grande, je ne sais pas, fragilité, alors que elle apporte à la fois la fragilité et à la fois un caractère bien trempé. Et Baptiste, je trouve qu'il apporte une naïveté, Une un- poésie. oui, une innocence comme ça qui me touche. Moi, les quelques répétitions qu'on a pu avoir ensemble, je l'écoute avec grand bonheur. Et c'est vrai que à chaque fois, de reprendre un spectacle avec des nouveaux arrivants, ça redonne. C'est du sang neuf et évidemment, ça empêche le ronron si tant est qu'on puisse ronronner. Mais c'est vrai qu'on est à l'écoute les uns des autres encore plus. Oui, et puis comme c'est des spectacles de troupe, c'est des ça. spectacles Ah qui oui. vont sûrement se jouer longtemps, vu le succès, etc. Et donc, passer par là, comme parfois sur Cyrano de Bergerac que Denis avait monté, Denis Podalides, il y avait comme ça, il y a eu plein de versions différentes, avec plein d'acteurs qui passaient, qui repartaient. Et je trouve que c'est très riche aussi de venir s'inscrire à l'intérieur d'un grand succès, qui va sûrement tenir sur le temps, et donc du coup, plein de personnes vont pouvoir passer. Et ce qui est beau avec Christian et Valérie, c'est que, évidemment, dans les changements, ils imposent pas. Ils vont vraiment avec la personnalité des gens. Géraldine Martineau aussi, qui avait créé Lucille au départ, avait une espèce d'étrangeté. C'est-à-dire ils vont chaque fois s'adapter au physique, à la personnalité, à la physicalité des personnes, mais aussi à ce qu'elles dégagent. Et ça, c'est très beau parce qu'ils ne demandent pas « mettez les mêmes pantoufles », c'est-à-dire c'est le même costume, c'est toujours très troublant. Moi, je voyais hier Morgane dans la robe de Lucille, et je Ça voyais, change et ça complètement. changeait, et puis je voyais Marie derrière, et je voyais Géraldine, et je me disais, mais... Et en même temps, c'est elle qui va l'incarner, et donc c'est toujours beau aussi de voir comme ça les choses qui se transmettent, les costumes qui se transmettent, la vie qui se transmet, et c'est ça aussi cette troupe, c'est pouvoir transmettre à travers des spectacles où finalement on fait un passage et puis on le transmet et puis ça se transmet et chaque fois donc Valérie et Christian utilisent la personne qu'ils ont en face d'eux. Ils leur demandent pas de faire un copier-coller de ce qui a été fait. Ah oui, il y a cette écoute, évidemment, et puis de savoir aussi se servir de ce que les uns les autres ont à apporter. Vous parlez de la transmission, et c'est vrai que dans la troupe, c'est quelque chose de cardinal. Je pense que quand on est dans la troupe, on aime aussi ce savoir qui se passe un peu de main en main, de bouche en bouche. Et puis l'acteur, il a quelque chose d'un peu cannibale. On se sert aussi un peu de ce que les autres ont. Quand vous parlez comme ça de ces jeunes qui arrivent et de ce qu'ils incarnent dans ces personnages, en quoi ça résonne sur votre jeu à vous ? Est-ce que justement, quand vous dites pas de ronron, non, évidemment pas de ronron, mais il y a par capillarité comme ça quelque chose qui fait que peut-être que votre Madame Jourdain, votre Dorimène, elles sont teintées un peu Bien d'autre sûr, chose. bien sûr. Ce qu'on disait, c'est on est dans l'écoute et forcément, Baptiste ou Morgane ne va pas respirer au même endroit, ne va pas donner la même importance sur telle réplique, sur tel mot, va le teinter de sa propre histoire, de sa propre imagination. Et forcément, nous,
ça nous demande de nous adapter aussi et d'être très... Oui, très, très perméable. Et c'est ça qui fait la richesse. Je trouve que, je rebondis sur ce que tu disais, Françoise, c'est que ces grands spectacles comme Cyrano, et du reste, je me souviens de la phrase d'Éric Ruff à la première du Bourgeois gentilhomme, qui nous disait, bon, bah, ça y est, c'est parti, ça va être un autre Cyrano, c'est parti pour 15 ans. Mais c'est vrai et que ces grands spectacles où... de nombreux comédiens vont, parce qu'on parle de Morgane et Baptiste, oui, bien mais il sûr. y a aussi Alexandre Pavlov qui va jouer en alternance avec Laurent Stocker. Lui aussi, il s'accapare ce personnage de Coviel de façon différente. Et je trouve que ce sont des spectacles emblématiques de notre travail au sein de cette maison. C'est-à-dire que dans cette maison, on sait que Don Juan a été incarné par un tel, Elvire, une telle. Le Malade imaginaire, tous les grands classiques depuis des générations et des centaines d'années ont été interprétés par de grands comédiens. Et c'est très impressionnant aussi, c'est aussi ce qu'on porte. Et quand on parlait de transmission, c'est vraiment ce qui se joue ici. C'est comment chacun, à son époque, va entrer dans se couler ou en tout cas faire sien le personnage qui va incarner malgré ou avec toutes ses antériorités. Et dans ces spectacles-là qui voient défiler beaucoup d'acteurs de la troupe, on a exactement je trouve le même mouvement. Oui, c'est vrai. Et puis, nous, notre transmission, c'est-à-dire qu'on va recevoir d'eux, puisqu'ils vont modifier quelque chose par leur personnalité, c'est aussi leur transmettre ce qui a été le départ, le canevas et la fondation pour construire la maison. C'est-à-dire qu'on peut leur transmettre, tu vois, on faisait ça parce que ça avait tel sens. Parce que sinon, un spectacle peut se dénaturer s'il n'est pas nourri du départ. C'est-à-dire, on dit, tu fais ça, mais l'acteur le fait sans savoir pourquoi il le fait. C'est à nous à transmettre à ceux qui prennent le relais. Voilà, ça, c'était ça qu'on s'était raconté. Et puis, évidemment, tu le racontes avec ta manière à toi de le faire. Mais au moins, tu sais pourquoi on le raconte comme ça. Et c'est aussi cette transmission pour que les spectacles aussi gardent la qualité qui est la leur et qui ne se dénaturent pas avec le temps parce que des remplacements se font trop vite. Et ça, c'est aussi très important, nous, d'avoir cette vigilance de transmission. Oui. Et c'est vrai que c'est toujours émouvant de se dire, c'est comme le Malade imaginaire qui se joue depuis si longtemps et d'avoir pu voir aussi toutes les adaptations. Parce que moi, chaque fois qu'il y a un nouveau Malade imaginaire, qu'il y a un remplacement, je vais voir et de se dire, voilà, et le spectacle, il existe, il est là, et les acteurs changent. Et ça, je pense qu'on peut vraiment le vivre ici. C'est assez unique qu'on puisse vivre ça ici sur un si longtemps, en fait. Et sur les spectacles qui datent de plus longtemps que ceux que vous avez vus, parce que vous étiez déjà dans la troupe, est-ce que ça fait aussi partie de votre travail de comédienne d'aller revoir ou réécouter ces anciennes versions? Le style a tellement changé, mais est-ce que c'est toujours une nourriture, une source d'inspiration? Alors, on a eu la chance pendant... le Covid, j'allais dire la chance, oui, de voir d'anciennes captations. C'est vrai que moi, j'ai essayé d'en regarder le plus possible. Il y en a qui ont, par exemple, Ondine, moi, je ne l'avais évidemment pas vue, et de voir la modernité du jeu de certains acteurs et d'autres un petit peu plus marqués par leur époque. Donc, pour ça, je trouve ça très intéressant. Je ne suis pas sûre... Alors, dans ce cas-là, je pense qu'on peut se nourrir de ce type de jeu qui peut nous parler encore aujourd'hui. Quand certaines formes ou certaines façons de faire, diction ou même pose de voix. Parce qu'on se rend compte quand on entend des vieux films, par exemple, à quel point, et je parle des femmes notamment, ne posaient pas leur voix de la même façon. C'est-à-dire, elles avaient tendance à parler beaucoup plus comme ça, parce qu'une femme, c'était quand même... Il fallait avoir une certaine élégance, et notamment la Comédie Française. Et donc, il fallait vraiment avoir une pose pas trop grave. Et encore là, moi, je suis grave. Mais on se rend compte voilà, de ce travail-là et de cette... à quel endroit
se faisait un certain travail qui maintenant peut sembler assez désuet. Donc c'est plus, parfois ça peut être de la curiosité plus qu'un modèle. Moi, j'en ai vu beaucoup et j'aime en voir parce que je trouve que ça permet, évidemment, si on ne joue plus de cette manière-là, ça permet de voir l'évolution des choses et de se dire, voilà, nous, on est arrivé à ce jeu-là aujourd'hui, mais pour arriver là où on est aujourd'hui, on est passé par toutes ces formes qui peuvent nous paraître un peu démodées. Et parfois, il y en a qui n'ont pas pris une ride. Voilà. Moi, j'ai vu des Strehler, j'ai vu des choses où je disais, mais c'est encore d'une modernité incroyable, ou de Nigence. Même si dans la mise en scène où elle pouvait évoluer, ça paraît un peu vieillot, elle avait un jeu tellement moderne. Et je pense que voir l'évolution de tout ce travail permet de nous dire, c'est grâce à eux qu'on en est arrivé à jouer comme on joue aujourd'hui. C'est de la transmission, c'est une évolution. Et dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, le théâtre, il sera encore autre chose. Il évoluera avec son temps, sa société. Et nous, on est des gens d'aujourd'hui. On fait du théâtre comme aujourd'hui. Mais on est nourris de tout ça. Et c'est important de jamais oublier d'où on vient. Et qu'est-ce qui nous a nourris? Qu'est-ce qui a fait qu'on est les gens de théâtre d'aujourd'hui? Vous êtes toutes les deux là aussi en création. Enfin, vous, Sylvia, dans Le Moche, vous, Françoise, bientôt dans Pinocchio, qui sont des spectacles qui se donnent au studio théâtre, qui sont des formes, justement, vous parliez de grands spectacles de troupe pour ce bourgeois. Ici, ce sont des formes beaucoup plus resserrées, tout d'un coup, des créations aussi. Et je me demandais dans quelle mesure c'était aussi un joyeux équilibre d'avoir à la fois ces pièces qui, d'ailleurs, dans les deux cas, sont peut-être avec aussi une couleur peut-être un peu sombre, et ce bourgeois, de retrouver cette énergie de la grande troupe. Et oui, certes, on est un peu ému par le bourgeois, mais on rigole beaucoup aussi, c'est chatoyant, il y a ce plaisir de danser, de chanter. Moi, pour ma part, je trouve que c'est formidable l'outil du studio théâtre. Il nous permet d'aller vers des œuvres, de prendre plus de risques, d'aller vers des œuvres plus intimistes, plus profondes. Ce sont des petits moments comme ça où on peut tout d'un coup aussi, il y a le rapport à la salle. Cette intimité de la salle permet d'aller vers un jeu qui est très différent. Ici, on est dans le grand, dans le faste, dans même la projection du jeu qui n'est pas la même, qui est beaucoup plus démonstrative. Sans micro. Oui, et c'est vrai que de pouvoir passer de l'un à l'autre, bon, c'est une gymnastique quand on fait les deux le même jour, mais voilà, ça nous permet de passer d'un style à l'autre. Et moi, j'aime aussi avoir la possibilité d'aller sur de l'intimité que nous propose le studio ou des prises de risques. Non pas qu'à la salle Richelieu, on n'en prend pas, mais c'est moindre. Il faut toucher un large public. Il y a une popularité qui doit être comblée d'une certaine manière. Et voilà, on peut aller vers des œuvres plus intimistes. Et je suis sûre que ce que vit aujourd'hui Sylvia dans Le Moche, elle est heureuse. Oui, alors là, le paradoxe, c'est que c'est effectivement un spectacle, on pourrait dire un peu sombre, mais très drôle aussi. Et nous, l'équipe, tous les 4 comédiens, on a un plaisir fou et c'est extrêmement joyeux. Les répétitions ont été joyeuses, les représentations sont joyeuses. Si je pense à ce spectacle, je ne le pense pas du tout dans un terme sombre, même si le thème peut le... Voilà, on touche des endroits qui sont... qui emmènent à réfléchir sur notre société et pas des côtés particulièrement... léger ou plaisant, mais c'est traité d'une façon très drôle et grinçante, mais très joyeuse. Donc, passer du moche au bourgeois gentilhomme n'est pas un grand écart. Non, et puis moi, je voudrais ajouter qu'il n'y a pas de pièce mineure. L'importance qu'on va mettre dans notre investissement au studio sera le même qu'on mettra à Richelieu, même si c'est pas la même forme, ni la même projection, ni le même totalement travail, parce que c'est pas les mêmes espaces. Mais pour moi, ce qu'on défend au studio est tout aussi important qu'on défend à la salle Richelieu, au Vieux Colombier. C'est pas parce que c'est une plus petite salle que pour moi, ça doit être vu comme quelque chose de secondaire. De secondaire, pas du tout. Pour moi, c'est le même plan. C'est juste les formes qui changent, mais c'est la même importance. Et puis ça nous permet d'aborder aussi un théâtre contemporain qu'on ne peut pas forcément... là, en l'occurrence, Le Moche n'aurait pas de sens dans une grande salle. Donc c'est aussi aborder des œuvres qui demandent, comme tu le dis, Françoise, un
caractère plus intimiste. Ouais, oui, tout à fait. C'est en ça que c'est précieux d'avoir aussi même le théâtre Ouais. du Vieux Colombier, voilà, de pouvoir aborder de façon un peu kaléidoscopique tout ce théâtre d'hier et d'aujourd'hui. Dernier petit mot quand même, on le disait, il y a la danse et la musique dans ce bourgeois gentilhomme. Quel plaisir d'actrice c'est pour vous quand s'adjoint à la comédie aussi ces arts-là de la danse et de la musique. Ouais, moi, je vais répondre très simplement. Bien que je sois née dans un monde de théâtre, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Ce qui me faisait rêver, c'était la comédie musicale. Donc, a fortiori, si je me retrouve dans un spectacle où il y a du chant et de la danse, de la musique et de la danse, je suis comblée. Oui, moi pareil, toute cette quête que je fais sur le mouvement depuis longtemps, sur le travail sur le corps. Donc tout d'un coup, évidemment, quand on peut pousser et mélanger les disciplines, moi je n'œuvre que pour ça. Donc Voilà. je suis super heureuse quand on nous propose plus que de l'interprétation et qu'on peut aller justement vers des formes. C'est pas pour ça qu'on est des grandes chanteuses ou des grandes danseuses. On est des actrices qui se prêtent. Bon, je dis ça alors que Sylvia, c'est une super chanteuse. Hein, mais on se prête au plaisir d'aller aussi vers des arts qui ne sont pas nos arts premiers, mais pour laquelle on peut aussi déployer une énergie, un plaisir. Et une interprétation. Oui. Ils Bah mettent oui. notre interprétation. Ouais, justement. complètement. Et ça, il y a une sorte, c'est pas un Très joli jouissif. mot, mais d'hygiène aussi. C'est-à-dire qu'on chante un peu quand même quotidiennement, on fait de la danse toutes les semaines. Bah oui. Ben oui, hein. Faut bien entretenir l'instrument. Et je trouve que en France, on n'a pas, les acteurs n'ont pas l'hygiène des acteurs étrangers. Pour avoir discuté avec certains acteurs, que ce soit anglais, américains, ils ont une habitude de travailler leur corps, d'entretenir leur corps, qui... Alors peut-être que ça vient maintenant, mais pendant très longtemps, c'était mal vu. On était des acteurs, voilà. C'était comme ça, c'était les tripes, c'était en France, hein, je dis. Et on n'avait pas besoin de s'entretenir, et on n'avait pas besoin d'aller faire des masterclass ou je sais pas quoi. Et quand on aborde la danse ou le chant, on voit bien, et puis les grands chanteurs, les grandes chanteuses ne cessent de le dire. C'est-à-dire que oui, je continue à prendre des cours, oui, je continue à travailler ma voix, parce que la voix évolue avec le corps, on vieillit et la voix vieillit. Et donc, il faut apprendre à traiter son instrument. Et de la même manière que, et Françoise pourra en parler encore mieux que moi, mais moi, à mon petit niveau, je suis amenée à bouger. Je suis obligée de faire des exercices d'assouplissement, d'étirement, d'entretenir mon corps si je veux pouvoir jouer Être à en la scène, rentrée, oui. parce que ça nous sollicite énormément. Donc, a fortiori, la Ouais, danse. non, Sylvia a tout à fait raison. Moi, je pense que c'est un métier d'exigence et de discipline. Et souvent, ça a tendance à se perdre, c'est-à-dire cette exigence ou cette discipline qu'on peut avoir, elle peut être jugée comme « oh, mais comment ?» Mais moi, je pense que c'est des métiers qui demandent ça, et de la rigueur et du travail, et c'est pas simplement voilà quelque chose qu'on fait comme ça. Et moi, voilà, je trouve que c'est le travail, l'exigence, et évidemment, oui, ça se travaille. Ça se travaille. C'est un instrument qui se travaille, et c'est un instrument qui demande ça, ne fût-ce qu'aussi pour tenir. Ouais. Parce A qu'on- fortiori, ouais. ici, avec les Le rythmes rythme, qu'on a. ouais. Ouais, Mais c'est quelque chose qu'on voyait apparaître, je trouve, dans Mes quelles comédies, bien sûr. Ouais, Bien sûr. forcément. où c'était un spectacle de co-création, enfin voilà, donc c'était vraiment vous, et on voyait ça quand même, vraiment. Après, c'est chacun a un nécessaire. rapport à la discipline qui est différente. Hein. Mais moi, je pense que c'est un métier de discipline quand même. On ne peut pas faire ça par-dessus la jambe. On aimerait bien, hein, moi j'aimerais bien. Hein. Mais ça se travaille, c'est sûr que c'est En un même temps, c'est instrument. passionnant de le travailler. Mais oui, parce que comme tu dis, avec le temps qui passe, qu'est-ce qu'on De peut voir encore- comment ouais, le corps ouais. réagit, de voir ce qu'on peut lui demander. Et parfois, on a des surprises. On pense que parce qu'on a vieilli, on n'arrive plus à faire tel ou tel mouvement ou à chanter tel ou tel. Et puis tout d'un coup, si. Et est-ce que on parce se qu'on a surprend. vieilli, on est de plus en plus audacieux? Oui, Ouais. oui.
Oui, parce qu'on Alors, ça s'affirme serait clairement, différemment. Ouais. exactement. Donc s'affirmer fait que tout d'un coup, il y a des choses On lâche. qu'on a dépassées. Moi, parfois, j'aimerais savoir tout ce que je sais quand j'avais 25 ans. En Ah fait, je me dis, je ouais. me serais empêchée tellement de blocage, blocages, ou de de peur. peur. Mais en même temps, voilà, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et je pense que le temps, c'est important. Et vieillir, c'est précieux. Et un artiste qui vieillit, c'est un artiste qui bonifie, aussi bien les hommes que les femmes, d'ailleurs. Hein. Moi, je me suis toujours comparée à un bon vin. Voilà, un bon vin qui a besoin de temps pour mûrir et pour donner son parfum. Et je trouve que dans cette maison, c'est la très grande chance qu'on a. Eh ben, merci beaucoup à Merci. toutes les deux. Merci. Ce bourgeois reprend le 7 mai jusqu'au 14 juillet. Voilà, on va pouvoir retrouver avec plaisir vos personnages et toute une foule de personnages chatoyantes et toutes dorées. C'est la fin de cet épisode, réalisé par Andrea Villechange et Zélie d'Allemagne. On se retrouve lundi prochain, 8h, avec un nouvel épisode de Quelle comédie. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous avec la Comédie Française.